Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Cédric Van Stevendal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Villeurbanne dans cette émission Human qui a l'ambition depuis 3 ou 4 ans d'embrasser internationalement les questions humanitaires et les questions humanitaires et les questions écologiques. On avait l'habitude de faire des émissions culturelles et politiques. Et puis là, il y a 2 ou 3 ans, la montée des périls au plan mondial est arrivée. Et on s'est dit qu'il était important de relayer la parole des humanitaires et des écologistes et d'en faire une émission à la fois villeurbanaise, française, européenne et internationale. Et donc le maire que vous êtes, le maire de Villeurbanne, que vous êtes devenu il y a quelques années, c'était quand ? 2 ans. La liste que je conduisais a été élue le 28 juin et moi j'ai été élu maire de Villeurbanne le 4 juillet 2020. Voilà, 2020, donc il y a 2 ans que cette modification du paysage local s'est produite, en même temps que se produisait au plan de Lyon un changement également dans l'équipe municipale lyonnaise, Gérard Collomb étant remplacé par une majorité écolo avec Grégory Doucet. Oui, c'est ça, oui. Donc dans cette agglomération, depuis 2 ans, les choses ont été bouleversées au plan politique. Ça, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde à l'avenir, mais en tout cas, il y a effectivement une alternance dans les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui à la tête des principales collectivités, puisque vous avez cité la ville de Lyon, mais il faut aussi citer la métropole, avec Bruno Bernard qui est devenu président. Et avec Grégory, ça fait longtemps qu'on se connaît, avec le maire de Lyon. D'ailleurs, on avait été, à l'été 2019, il y avait eu une espèce de petit groupe d'élus mené par Renaud Père qui s'appelait Génération Z. Il y a une photo sur laquelle il y a 5 personnes, et dont 2 sont devenus maires de grandes villes de cette agglomération, et puis Renaud Père qui est devenu vice-président en charge du logement. Donc oui, en tout cas, il y a un renouvellement des femmes et des hommes politiques dans cette agglomération. Avec 2 particularités, un rajeunissement, ça c'est normal, et puis une évolution aussi vers l'écologie et d'une certaine manière un effondrement de la gauche traditionnelle. Moi je suis socialiste, hein, donc ça ne m'a pas échappé. Pour Villeurbanne, on ne peut pas parler d'effondrement de la gauche traditionnelle, mais non. Par contre... C'est vrai qu'au lendemain d'élections législatives qui ont vu beaucoup de débats sur la question de quelle alliance à gauche, nous, en tout cas, la liste que je menais au premier tour, puisqu'au premier tour à Villeurbanne, j'étais opposé à Béatrice Vessillier, donc une liste écolo qui n'avait pas souhaité qu'on soit ensemble. Et de mon côté, j'étais avec l'ensemble des partis de gauche, y compris la France Insoumise. Donc, pour moi, ce n'est pas une nouveauté que d'essayer de trouver... un espace de convergence politique entre toutes les forces de gauche. Et donc, forcément, même si je ne me retrouve pas dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on pourra en parler si vous le souhaitez, le fait de trouver des espaces pour que la gauche ait suffisamment d'intelligence pour gouverner ensemble, ça a fait partie des choses qui m'intéressaient pour venir en politique. Parce que, on l'a dit, ça fait 2 ans que je suis élu, mais c'est aussi la première fois que je suis élu. Je n'avais jamais fait de politique avec un mandat électoral avant. J'ai fait plutôt une vie... professionnel dans l'éducation populaire d'abord et puis ensuite le logement social. Donc, dans ce qui m'a motivé, le fait de trouver cet espace de convergence entre les forces de gauche, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, puis ça faisait aussi partie des choses que les Villeurbanaises et les Villeurbanais m'avaient dit dans la phase de préparation. Parce qu'on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, et si j'étais maire de Villeurbanne ?» Il y a un certain nombre de choses qui se passent avant. Mais on y pense tous les matins en se rasant ? Non, on n'y pense pas tous les matins en se rasant, mais par contre... ce ne serait pas sérieux de laisser imaginer qu'on ne s'y prépare pas. Parce que c'est une trop grosse ville, parce qu'il y a trop d'enjeux aujourd'hui, parce que, moi y compris, j'avais une situation professionnelle parfaitement stable et j'étais plutôt dans un moment
de considération professionnelle important, parce que c'est normal, enfin, j'arrivais presque à un milieu de carrière professionnelle, donc c'est des moments où on est reconnu, donc pour moi ça a été un vrai choix que de faire cette bifurcation, voilà, donc on n'y pense pas tous les matins en se rasant, en tout cas moi non, mais par contre on s'y prépare très sérieusement. Voilà. Alors, c'est une petite introduction politique simplement pour vous situer comme maire de Villeurbanne et comme représentant de la culture en tant que vice-président à la métropole de Lyon. Mais on pourrait peut-être faire un petit flashback et puis profiter de cette heure que nous avons ensemble. Et merci encore de m'accorder ce temps parce que je sais qu'un édile comme vous est très pris, il a un agenda chargé. Et donc de prendre ce temps pour se poser et pour aller chercher les origines de cet engagement, les origines de votre parcours, et aller les chercher au plan familial. Parce que c'est là que ça commence. Remonter au ventre de votre mère, je ne sais pas, par exemple. Ouais, on peut remonter même un peu avant. Ou un peu avant, si vous voulez. Non, mais, au gagneur. Oui, alors au gagneur, je ne le cite pas trop ici parce que c'est le premier et le dernier maire de Lyon qui a voulu annexer Villeurbanne. Donc voilà, j'ai une forme de fierté pour... Mais vous êtes de sa famille. Oui, bien sûr, c'était du côté de ma maman. Oui, on a dû vous faire la blague. C'est un arrière-grand-oncle. Bon, peu de gens, finalement, ont fait ce lien-là, donc c'est moi qui l'ai fait en regardant un peu. Mais bon, voilà, ça c'est un aspect, mais après... Mais votre notice Wikipédia, elle commence par ça. Elle commence par dire il est de la famille de Victor Augagneur. Oui, mais elle dit qui aussi... était maire de Lyon en 1900, disons-le. C'est ça. Ministre... non, pas ministre. Non, gouverneur de Madagascar. Après, il a fini gouverneur de Madagascar. Ah, d'accord. Après avoir été député et maire de Lyon. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs d'une sensibilité de gauche, ce que n'était pas tout à fait la famille Augagneur. Donc je suis pas sûr que dans la famille, il était celui qui était le plus adulé de par ses convictions politiques. Mais bon, ça c'est Vous les connaissez encore? Les Augagneurs, oui, bien sûr. Oui. Oui, il y en a encore. Vous êtes vu comment? Je crois qu'il y a toujours une forme de fierté familiale quand quelqu'un prend des responsabilités. Voilà, bon, moi, je trouve ça sympa, mais c'est pas mon moteur. Mais il y a plutôt, même si une partie d'entre eux ne partagent pas forcément toutes mes convictions politiques, il y a quand même la fierté de voir quelqu'un au travail. Voilà. Après, on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà. Puis, puisque vous avez vu la notice Wikipédia, il y a un autre ancêtre, entre guillemets. C'est vous qui l'avez faite. Non, parce que vous savez, c'est un exercice itératif et collaboratif. Alors après, on peut demander à ce que les choses soient enlevées, mais moi, j'ai davantage insisté sur Pierre Chassé, dit Ludo, c'était son nom de résistant, qui s'est beaucoup investi dans la résistance et notamment dans le maquis de l'Ain. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même des histoires familiales qui, à un moment, marquent. Voilà. Et puis après, pour revenir à un passé plus récent... oui, je crois que mes parents m'ont transmis quelque chose autour de la question de l'engagement, c'est sûr. C'était des gens qui étaient engagés là où ils étaient, engagés dans leur métier, engagés dans la vie de là où ils ont vécu. Lyon d'abord, Grenoble, et puis ensuite Chambéry. Donc, ils faisaient quoi ? Écoutez, dans les choses les plus récentes, mon père était directeur d'un foyer de jeunes travailleurs et ma mère était infirmière. Et puis... voilà, après, mon père est parti bosser à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, responsable de l'action sociale pour la Savoie. Et ma mère, qui a élevé 5 enfants, ensuite a repris du travail plutôt sur les questions de famille d'accueil pour des enfants placés par le département. Voilà, donc un milieu familial quelque part qui n'est pas étranger du tout à celui que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en opposition avec ce milieu familial, je veux dire, dans votre histoire. Non, je crois pas. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Par contre, c'est pas un milieu très engagé en politique, même si mon père, à un moment, était assez proche de Louis Besson, maire de Chambéry. Je pense qu'il a dû participer, je sais pas de quelle manière, parce que je me rappelle pas très bien. J'étais un peu jeune, mais certainement il a dû être associé à des phases de campagne, au moins pour produire un peu d'idées. Voilà, famille de gauche, famille qui a largement fêté 81, ça je m'en rappelle, pourtant j'avais 8 ans. Donc, 81, l'élection de François Mitterrand après une traversée du désert de la gauche, de quoi, de 20 ou 30 ans? Ouais, facile. Hein? Facile. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est quand même des choses qui effectivement marquent. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de décalage entre ces valeurs qui m'ont été transmises et puis ce que je fais. Voilà. Enfin,
Voilà, ils sont plutôt inquiets aujourd'hui. Inquiets de quoi? De la violence de ce milieu. Donc ils regardent ça avec parfois une forme d'inquiétude quand même. Ouais. Comment notre garçon va se dépatouiller de ce monde violent, de ces choses-trappes. Ouais, puis est-ce que je vais être obligé par mimétisme d'adopter un certain nombre de travers de ce milieu-là? Enfin, c'est plutôt ça. Bon, j'ai notamment une maman qui est assez vigilante là-dessus. Donc à celles et ceux qui parfois me disent tu prends la grosse tête et tout ça, je dis vous inquiétez pas. D'abord, j'ai toute ma famille, mes enfants et ma femme qui m'aident pas mal là-dessus. Et ma mère doit être la première d'entre eux. C'est nécessaire d'avoir dans ses proches familiaux, bien sûr, mais aussi dans ses proches collaborateurs. Ça, c'est peut-être plus difficile parce qu'on les rémunère, ils sont là et on est hiérarchiquement supérieurs. C'est important d'avoir une sorte de contrepoint qui vous recadre parfois en vous disant regarde d'où tu viens, regarde qui tu es, prends pas la grosse tête. Ouais, c'est vital. Enfin, ouais. Mais moi, j'ai toujours plutôt fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'essaye de pas m'entourer des mêmes que moi. Ouais. Non pas des gens complètement différents non plus, hein, mais en tout cas d'être vigilant là-dessus. Voilà. Après, il faut toujours si un autre Cédric arrive, vous le virez, quoi. Je le tue même, non. non, mais j'essaye de faire en sorte que mon environnement soit le plus différent possible, interpellant. Après, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a plein de jours où on n'a pas envie qu'on nous dise qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire différemment, parce que c'est quand même des fonctions qui sont un peu exigeantes, mais moi, ça fait partie de mes garde-fous. Et puis après, l'autre garde-fou, et je pense que le monde politique est beaucoup fragilisé par ça. En fait, moi, j'ai une espèce de chance incroyable, c'est que je n'ai pas tout sacrifié pour arriver là. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'opportunité, une rencontre avec l'ancien maire Jean-Paul Brett, qui à un moment ouvre ce possible, mais donc je n'ai pas passé 20 ans à grenouiller, manipuler pour en être là où je suis, et y compris, je n'ai pas sacrifié à ce jour, en tout cas, ni ma vie de famille, ni ma vie amicale, et ça, pour moi, dans l'équilibre personnel, c'est fondamental. Et je pense que peut-être que si aujourd'hui la fonction politique, elle rencontre autant de difficultés dans l'exercice, dans le fait de garder une ligne, il y a certainement des déséquilibres en fait là-dessus. Et moi, j'y tiens particulièrement. Je pense que c'est ce qui m'évite de devenir fou, de continuer à avoir des amis, à essayer de préserver ma famille au maximum. Et voilà, on devrait faire en sorte que la politique, ça puisse continuer à s'exercer avec cet équilibre. Voilà, alors parfois ça suppose de ne pas répondre à une invitation, de dire bah non, là je suis en famille et c'est pas négociable. Voilà. Et on n'est pas habitué à ça. Enfin, en tout cas, y compris l'opinion publique, elle a presque dans l'envie de dire bah, vous avez été élu, maintenant faites le boulot, quoi. Enfin, voilà. Donc ça fait partie des tensions qu'il faut parfois gérer. Mais je crois que c'est une des conditions pour pas. Si vous me permettez l'expression, virer con ou fou dans ces milieux où ça va très très vite. Voilà. Quelles sont les critiques auxquelles vous seriez le plus sensible? Je crois que ce qui blesse le plus, c'est quand il n'y a pas de véracité dans les attaques. Enfin, moi, qu'on me dise aujourd'hui sur les questions, par exemple, d'insécurité, c'est pas encore assez, voilà, par exemple, ou pourquoi vous faites tel choix. Enfin, tant qu'on est sur un débat honnête, intellectuellement parlant, je crois qu'il y a peu de choses qui me touchent. Voilà. Mais par contre, on est dans un monde aujourd'hui politique où finalement la vérité a peu d'importance. Et où, au prétexte de faire vaincre telle ou telle force politique ou telle orientation idéologique, parfois on n'est pas respectueux de la vérité, et ça, moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Et je crois que d'ailleurs on le paye très cher, hein, c'est-à-dire que on n'arrête pas de se plaindre en disant il n'y a plus de crédibilité dans le discours politique, les élites politiques sont décrédibilisées. Enfin, on en est les premiers responsables. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas l'opinion publique qui nous a décrédibilisés, c'est nous-mêmes. Enfin, par les propos, par le fait d'être aujourd'hui que sur des questions de buzz, de petites phrases assassines, de punchline, comme on dit.
Voilà, aujourd'hui, si vous êtes un élu, vous avez toujours des gens qui sont prêts à vous dire on va vous former au punchline pour que ça accroche, pour qu'on retienne ce que vous dites. Mais du coup, à la fin, ce qu'on dit, c'est bullshit, quoi. Enfin, c'est pas intéressant, c'est simplificateur. Enfin... Oui, mais en même temps, pour celui qui veut faire une carrière nationale, guillemets, il est obligé d'en passer par là parce que c'est le système médiatique. Ça, c'est pas les hommes politiques en eux-mêmes, c'est le système collectif lui-même qui a évolué dans cette direction-là. Et je parle pas encore des fake news, etc. Simplement... Bah, ça serait facile de dire ça, en disant c'est à cause de la presse, c'est à cause... mais simplement, enfin, si on nourrit la bête, oui. Voilà, oui. c'est aussi... Bah oui, bah donc, donc finalement, c'est quelque chose... c'est une forme de maïotique assez malsaine, de part et d'autre. Voilà, comment y résister? Bah... Si demain Macron vous dit je te propose tel poste, tel ministère, aux affaires sociales, peu importe. Macron? Oui. Ce sera non. Bon, pas Macron, prenons-en un autre. Un de mon bord politique? Oui, voilà, un Jospin. Jospin. Ne parlez pas de Jospin, moi j'adore Jospin. J'adore Jospin. Il va revenir. J'ai vu cet été encore, il va bien. Non, il va pas revenir, il va bien, mais pas au point de revenir, me semble-t-il. Puis je pense qu'il en a pas envie. Non. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je consulte très régulièrement. Donc, oui. Non, mais enfin... Moi, je vois pas les choses comme ça. Enfin, comme ça, au sens... je ne pense pas à cet aspect-là et je suis pas en train de faire des choses à Villeurbanne en me disant quelle sera la prochaine étape. J'ai jamais fait comme ça dans ma vie professionnelle ou politique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que tous les possibles restent le plus ouverts dans l'avenir. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de garder plein de portes et de pas trop les fermer. Voilà, et quand j'étais dans le logement social, d'abord, personne n'imaginait que je puisse un jour être maire. Moi, j'avais une forme d'intérêt pour la chose publique, mais dans lequel finalement je me réalisais avec cette fonction de directeur général. Mais voilà, je me suis jamais levé un matin en disant tiens, et si je devenais maire de Villeurbanne, quoi. Enfin, je crois que si c'est arrivé, c'est parce que j'ai travaillé, parce que à un moment, il y a des gens qui ont vu ce que je faisais sur cette ville et que petit à petit se construit une hypothèse. Voilà, donc moi, le fait qu'on me repère parce que je fais bien mon travail là où je suis et que ça donne des choses par la suite, ben on verra. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de bien faire mon travail là où je suis. Et il y en a. Du travail? Ouais. Oui, ça, on n'en doute pas une seconde. Voilà, vous parliez à l'instant des possibles, des portes ouvertes. Alors, on a une habitude... dans cette émission, c'est de faire des petites pauses musicales. Ah, super. Voilà, et donc on a un improvisateur, compositeur, musicien, il s'appelle Alain Pierre, écoutez-le.
Voilà, notre musique, elle commence délicatement, elle commence doucement, on n'est pas dans la violence politique, hein, parce qu'il aurait pu nous faire un truc méchant, violent, terrible, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Non, non. On est dans une douceur, mais après ça va évoluer, parce qu'il y aura un deuxième temps et un troisième temps musical. Et là, il est en train de réfléchir à savoir comment il va nous faire ça. Et nous, on continue. On continue avec Cédric Van Stuyvendal. J'espère que je prononce correctement. C'est plus simple, c'est Van Stuyvendal. Van Stuyvendal. Voilà. Comment un Belge peut-il arriver à être maire de Villeurbanne? Ça, c'est mon grand-père, ça. L'autre, pas celui qui était résistant, oui. Celui qui était assureur et qui est arrivé en Belgique, oui. de Belgique dans les années 50. Voilà, oui. Tout simplement. Il arrive de Belgique dans les années 50, 1850 Non, 1950. 1950 Ouais. Ah, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. D'accord. Il arrive à Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord. Voilà. Et vous avez un lien avec la Belgique, du coup? Oui, mais assez ténu. Voilà, il y a quelques Van Stuyvendal en Belgique. Mais je pense qu'on commence à être presque plus nombreux en France qu'en Belgique. Il faudrait qu'on compte un peu, mais bon. Avec mes frères et sœurs, je pense qu'on doit commencer à peupler la France de Van Stuyvendal. La France a réussi à coloniser la Belgique? Non. Voilà. Alors, colonisation, mouvement migratoire. Vous arrivez à la mairie de Villeurbanne, ai-je lu sur une proposition de Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne, vous confiant une mission autour des migrants. Et ça tombe bien parce que s'il y a une identité de cette ville de Villeurbanne, et quelque part de ce monde tout entier, c'est bien cette identité autour de la migration. Comment avancer dans cette vie politique et dans cette vie culturelle en intégrant perpétuellement et indéfiniment sans doute des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes racines. Et c'est là peut-être que l'interrogation avec un homme comme vous est intéressante parce que c'est aussi votre particularité à vous. Du coup, elle est en phase avec la réalité d'aujourd'hui et avec la réalité de Villeurbanne et avec la réalité mondiale. Est-ce que je me trompe? Pas sur tout. Après, la seule chose, c'est que je ne voudrais pas laisser penser que le fait d'avoir un nom d'origine flamande non. permet d'expérimenter la question de l'accueil, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a trop de populations qui sont discriminées en fonction de leurs origines ethniques et de leur couleur de peau, pour laisser penser que moi, j'ai pu vivre cela. Donc voilà, après, ça crée une forme de sensibilité à ça, que de se dire que sa famille... elle n'est pas d'ici et qu'il y a une partie qui a des origines dans d'autres pays. Mais ça s'arrête là. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas de récit mythologique en disant j'ai eu du mal à m'intégrer. Voilà, donc c'est pas ça. Mais par contre, c'est un sujet auquel je suis sensible, sur lequel Jean-Paul Bret, effectivement, a eu l'intelligence de se dire qu'il n'était jamais fini de traiter, parce que cette ville, elle a une histoire sur l'accueil des populations migratoires depuis le début du XXe siècle, essentiellement, en tout cas, avec les immigrations italiennes et espagnoles pour commencer, puis ensuite celle d'Afrique du Nord. Et c'est vrai que c'est plutôt une ville qui a des expériences positives en la matière. En tout cas, qui a su petit à petit gérer cela. Et quand il me demande de retravailler cette question-là, on est dans un moment où Villeurbanne... peu de temps avant, avait un espèce de slogan, d'ailleurs, qu'on doit à Jean-Paul Bret, hein, tous venus d'ailleurs, devenus d'ici. Enfin, il y a une forme de récit autour de ce territoire d'accueil, mais en parallèle, dans les rencontres qu'il fait, dans les échanges qu'il a avec la population villeurbanaise, il sent de la tension, il sent des mots qui commencent à être durs. On n'est plus chez nous, c'est pas pareil, il y en a trop. Alors, quand on dit il y en a trop, c'est quoi? Enfin... Alors tout de suite, il y a la question de l'étranger, de celui qui n'est pas comme nous qui se pose. Et il se dit, il faut absolument qu'on ne lâche pas cette affaire-là et qu'on ne rentre pas dans une sémantique qui se développe. On est aussi dans un moment, pardon de faire un peu de politique, mais où Sarkozy a fait
péter les barrages sur cette question-là et à essayer d'opposer les uns ou les autres. Le Karcher. Voilà, notamment, et en essayant de dire à une partie de la population que tout leur malheur venait des autres. Et on sait ce que ça donne dans l'histoire. Je ne fais aucune comparaison entre Sarkozy et des dictateurs ou quoi que ce soit, mais quand les digues lâchent sur cette question de l'altérité de l'autre, quand on le désigne à la vindicte, c'est toujours des moments qui sont risqués. Et donc, il me confie cette réflexion, et moi, ce que je lui propose, c'est de faire confiance à l'intelligence des Villeurbanaises et des Villeurbanais, parce que, les questions de politique d'accueil, ça se décrète pas. Il suffit pas de dire aujourd'hui, les temps sont quand même difficiles, économiquement, socialement, climatiquement parlant, il faut accueillir parce que c'est bien, parce que c'est la morale, et donc, je lui propose d'aborder ce sujet-là, puisqu'il me demande d'y réfléchir, plutôt sous un angle très pragmatique. Comment on fait en 2018, je crois que ça doit être ça, oui, ça doit être 2018, pour continuer à faire perdurer cette tradition d'accueil. Et un des éléments qui a très très bien marché, c'est un jury citoyen, avec des personnes tirées au sort, avec d'autres volontaires, à qui on a demandé pendant plusieurs mois de travailler sur cette question de l'accueil et de faire des propositions. C'était une convention citoyenne un peu avant l'heure, mais j'avais eu la précaution de bien vérifier que le maire était d'accord pour mettre en œuvre toutes les propositions qui seraient faites, en tout cas d'avoir un échange avec le jury citoyen et de dire quelles étaient les propositions qu'il retenait. Comment on les sélectionnait, les membres du jury ? Tirage au sort ou volontariat, et ensuite le volontariat... Sur les listes électorales, comme le jury de la cour d'assises ? Non, sur les listes de la Poste, parce que c'était le plus simple, peu importe. Mais oui, sur une liste, on a écrit à, je sais pas, plus de 800 personnes au pif. Voilà. Et une fois qu'on a constitué l'échantillon de tirer au sort, les volontaires, eux, venaient... On a choisi les volontaires pour être... homogène dans les quartiers, le genre et l'âge. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a constitué ce jury. Puis après, ils ont bossé, accompagnés par un acteur que les Villeurbanaises et les Villeurbanais connaissent bien, qui est le CCO, et qui leur a fait rencontrer des spécialistes, des philosophes, des sociologues, des historiens, des acteurs associatifs. Et ils ont formulé un certain nombre de propositions, dont certaines sont déjà... réalisées, puisque la première proposition qui a été réalisée, c'était de recréer des bains-douches. On avait supprimé les bains-douches, mais dans la question de l'accueil, dans une ville, il y a les besoins de première nécessité, se laver, accéder à l'eau, laver ses affaires, et ça a été la première proposition qui a été mise en place à l'initiative de ce jury par la ville de Villeurbanne et par une association, et donc le lieu s'appelle Le Phare, et il fonctionne maintenant depuis 3 ans. Voilà. Ensuite, il y a eu des choses autour de la traduction des documents administratifs, sur la mise en place d'une équipe de travailleurs sociaux, pour aller sur les campements, pour aller sur les lieux de précarité. Voilà. Donc il y a eu plein de propositions. Et ce qui était extrêmement intéressant dans cette démarche, notamment dans les personnes tirées au sort, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivaient avec beaucoup de préjugés sur cette question-là, beaucoup d'inquiétudes, et qui ont vu que finalement, quand on ne traitait pas idéologiquement cette question-là, en fait, on avait une forme d'intelligence collective et on pouvait faire avancer les choses, tout simplement. Voilà, donc c'est sûr que ça, dans mon engagement politique actuel, ça fait partie des expériences un peu fondatrices dans la manière aujourd'hui de faire de la politique. Alors, il y a tout ce que j'ai fait avant dans le logement social, etc. Mais ça a été quelque chose qui m'a quand même convaincu qu'il y avait des manières un peu différentes d'aborder des sujets en politique, y compris quand les sujets étaient chauds bouillants, parce que faire ça en 2018... c'était quand même pas très tendance, la question de l'accueil, parce qu'au même moment, et d'ailleurs c'est dans l'histoire, il y a eu cet événement-là où Laurent Wauquiez dit « je vais aider les maires à juridiquement résister à l'accueil de populations issues de la migration ». Et Jean-Paul Brett, à ce moment-là, réagit politiquement. Donc vous voyez bien dans quel état d'esprit se trouve le pays à ce moment-là. Voilà, la question qui me vient à l'esprit est que par rapport à cette manière de faire une politique participative, je l'exprime de cette manière-là, c'est-à-dire de faire participer les gens, les citoyens à la définition même de la politique, vous dites une politique d'accueil ne se décrète pas. Est-ce que c'est une expérience comme celle-là, elle est
il serait possible, selon vous, de la décliner nationalement, c'est-à-dire avec une population différente de celle qu'est Villeurbanne? Est-ce qu'à Lyon, vous auriez pu le faire? Est-ce que France entière, vous êtes capable de le faire? Enfin, vous, pas tout seul, évidemment. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible? Moi, je veux y croire. Enfin, et globalement, c'est pour ça que je parlais de la Convention citoyenne pour le climat. L'intuition de ça, c'est exactement la même. Simplement, il y a tromperie sur le résultat. C'est-à-dire que moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une très très forte volonté d'engagement. On dit que les gens se désintéressent de la vie politique. Oui, ils se désintéressent peut-être de la vie politique, celle qu'on leur présente actuellement. Mais par contre, quand vous parlez aux gens du quotidien, de comment il faut changer le quotidien aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses. Donc, à condition qu'on leur laisse entendre et qu'on leur fasse comprendre que c'est possible de faire changer les choses d'une manière ou d'une autre. Il faut des règles du jeu qui sont claires, quoi. Et quand on dit qu'on demande aux gens de faire des propositions et qu'on va les mettre en œuvre, il faut les mettre en œuvre. Ou alors il faut dire au départ qu'aux jurys citoyens, on avait dit on fera une sélection des propositions et le maire expliquera pourquoi il choisit telle solution et pas telle autre, etc. Tout ça, c'est qu'une question de règle du jeu, parce que moi, je ne suis pas non plus de celles et ceux qui pensent que la démocratie participative va remplacer la démocratie élective. Ça, je pense que c'est une erreur. Enfin, on a besoin de démocratie élective. Et aujourd'hui, certes, il y a une assemblée citoyenne qui fait des propositions à Villeurbanne, peut travailler sur des sujets, mais la décision définitive, elle revient à l'assemblée élue, qui est le conseil municipal. Et ça, il ne faut pas tromper les gens là-dessus, parce que de toute façon, ils le voient très très vite. Donc oui, je crois qu'au niveau national, on a des capacités de saisir les citoyennes et les citoyens pour faire un certain nombre de propositions et les faire travailler aux côtés d'une assemblée nationale, de députés qui font des lois et qu'on pourrait très bien un peu plus hybrider, enfin en tout cas mixer de la démocratie élective et de la démocratie participative. Et en tout cas, pour moi, c'est pas une mode, c'est pas un accessoire. Je crois profondément à ça, parce que, par exemple, dans le jury citoyen, je crois qu'il y a presque 3 personnes qui se sont retrouvées ensuite sur la liste électorale que j'ai menée, quoi, parce que j'avais repéré des gens qui avaient envie de s'engager et qui ont passé le pas. D'autres qui ont dit, non, moi je reste dans l'associatif, ou moi je vais, c'est bon, c'était une expérience dans ma vie. Voilà. Et si on veut que la classe politique, elle se renouvelle, il faut créer des espaces dans lesquels les gens se rendent compte qu'en faisant de la politique, on peut changer les choses. Alors sur le papier, ça sonne super bien. Après, il y a le réel. Ouais. Après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a le financement, il y a les organisations, il y a les résistances politiques. Il y a, est-ce que si je vais dans cette direction, je serai réélu, etc., etc. Le réel, il frappe à la porte aussi. Les difficultés. Oui, mais d'abord, je suis, et personne ne me croit, mais c'est pas grave, assez peu préoccupé par la question de ma réélection. Oui. C'est pas du tout... ça, j'y pense encore moins en me rasant le matin. Oui. Je suis venu en politique pour faire des choses. J'ai dit ce que j'allais faire, tout est écrit. Les gens, ils jugeront sur pièce au bout de 6 ans. J'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait correctement, j'ai pas fait correctement. Bon, voilà. Et puis ensuite, ils votent pas. Et ensuite, on verra. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, dans la mesure où j'ai plein d'autres expériences. Voilà. Je dis pas que j'ai pas envie, mais ça ne me préoccupe pas, ça ne m'inquiète pas. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que la question des moyens, la question de comment on fait, ce sont des questions d'arbitrage. Alors je ne dis pas que c'est open bar en matière de finances aujourd'hui, et encore moins là depuis 6 mois avec la crise énergétique sans précédent qu'on vit, et qui va nous, par exemple, nous freiner dans notre ambition politique. Mais les gens, ils pourront comprendre quand même que d'un seul coup, vous avez près de 8 à 9 millions d'euros de dépenses sur lesquelles vous n'avez pas la main, qui vous sont imposées. Donc voilà, on ira voir les gens en disant... écoutez, dans le budget de la ville. Oui, dans le budget de la ville. Sur un budget de quel ordre? 170 millions. Donc on est à quoi? À 1%, à demi%, oui. Non, plutôt 7 ou 8, 170 millions, presque 10 millions. Ah oui? Oui, 6-7 quoi. Oui, 6-7. Ouais. Donc c'est beaucoup. Pas rien. Ouais. C'est beaucoup. Donc voilà, parce que vous dites sur la question migratoire, est-ce qu'on peut le faire au niveau national? Moi, je pense qu'on peut le faire au niveau national et même au niveau européen.
qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui d'avoir une politique d'accueil migratoire au niveau européen et d'arrêter d'avoir des pays qui se referment les uns sur les autres en disant pas chez moi, chez les autres voilà, je pense que là-dessus, par exemple, et pourtant Angela Merkel n'est pas tout à fait de mon bord politique, elle a eu une forme de courage extrêmement important quand elle a dit que l'Allemagne était prête à ouvrir les portes et que, alors que nous, on bataillait en disant pas plus de 100 000, il y en a plus d'1 million qui ont été accueillis en Allemagne, avec les difficultés qu'on rencontre, avec la spécificité d'une Allemagne qui n'a pas la même démographie que la France. Mais je dis sur cette question-là... Et pas la même proximité des frontières. Et pas la même proximité des frontières. Mais je dis que sur ces questions-là, si l'Europe était un peu plus courageuse, on aurait moins de femmes et d'hommes qui sont dans des situations complètement inhumaines et que se mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche à la veille de mouvements migratoires qui, de mon point de vue, vont être sans précédent avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent, notamment au regard des enjeux climatiques. Je ne parle même pas de contexte de conflit armé, parlons simplement des mouvements migratoires qui vont avoir lieu au regard des changements climatiques. Il faut qu'on se prépare. Et il ne faut pas qu'on se prépare dans une forme d'inquiétude. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce que ça va générer. Voilà. Et je ne suis pas non plus dans une politique naïve de il faut que tout le monde vienne, on peut accueillir tout le monde, tout va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer. Mais si on ne s'y prépare pas, ça va encore moins bien se passer. Et donc, ça, il y a une responsabilité politique. Et c'est coupable de faire croire aux gens qu'on va pouvoir contrôler tout ça, plutôt que de se dire comment on s'y prépare, comment on travaille ensemble et comment on en fait aussi une opportunité pour notre continent européen. Vous savez ce que je me demande ? Je me demande comment notre musicien va faire la transition pour préparer ces difficultés migratoires et autres qui sont devant nous. Bon, on va l'écouter, c'est le mieux, non ? Alain Pierre, au piano. Il nous fait à la fois du son et du silence. Et dans le silence, parfois, Cédric von Stuvendal, dans le creux, il y a des éléments de réflexion, des questions qui nous arrivent. Comment la gauche va-t-elle et est-elle capable de se reconstruire dans ce pays ? Comment les éléments culturels, les projets culturels peuvent-ils aider à résoudre ce qui nous arrive, que vous annonciez à l'instant, c'est-à-dire de grandes difficultés pour ce monde, pour cette Europe et pour les villes aussi.
dans ces difficultés climatiques, dans cette augmentation évidente du nombre des migrants, dans ce brassage international. On est dans ces creux, on est dans ces silences. Comment on fait, quand on est aux manettes, pour anticiper ça? En particulier, je pense aux manettes culturelles. On peut répondre aux deux parties de la question, parce que je pense qu'elles sont assez liées, en fait, entre quel est l'avenir de la gauche, est-ce qu'il y a un avenir pour la gauche, et comment on fait face aux enjeux. Enfin, moi, j'essaye de ne pas être trop catastrophique, même si ce qui arrive, c'est compliqué. Hein. Enfin, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Enfin, il vaut mieux quand même dire... Oui, c'est l'apéro qu'on vient de vivre. Il faut dire, c'est le début. Mais il ne faut pas que ça soit le syndrome des lapins qui sont pris dans le phare d'une voiture et qui ne bougent plus, quoi, oui. en se disant non. Quand est-ce que je vais me la prendre, quoi. Enfin, non, donc, déboucher sur de l'action et sur du positif, mais sans ignorer ce qui est en train de se passer. Complètement. Et je crois que sur ces deux aspects-là, et pour la gauche, et comment on fait pour répondre à ces changements, à ces bouleversements sans précédent, on a un vrai souci de récit collectif, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas proposer un chemin qui met en mouvement les gens. C'est-à-dire qu'on oscille entre des discours ultra-alarmistes nécessaires, parce que si on ne les avait pas eus, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience climatique ou sur d'autres sujets comme l'augmentation exponentielle des inégalités sociales. Mais on oscille entre ce discours-là alarmiste et un discours extrêmement culpabilisant, vous faites mal, c'est pas bien, vous n'êtes pas là où il faut. Moi, la trouille ou la réprimande, ça n'a jamais été un moteur, quoi. Enfin, ça ne fait pas bouger, ça ne met pas les gens en dynamique. Et donc je crois qu'on a besoin, aux côtés de ces deux propos, qui sont des propos qui doivent objectiver ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, on doit avoir un récit de mobilisation. Et je crois que la culture... c'est certainement une des dernières politiques publiques qui peut proposer ce récit de mobilisation. Pas pour raconter une belle histoire enjolivée, mais simplement pour, à travers les émotions artistiques, à travers la création artistique, donner à voir les possibles. Prenons des exemples concrets, et sur la métropole de Lyon, et sur la ville de Villeurbanne. Eh bien, sur la métropole de Lyon, par exemple, mais on le fait aussi sur la ville de Villeurbanne, le fait de se dire qu'il faut que chaque enfant, chaque collégien puisse accéder à la culture, ça fait partie de la construction de ce récit, parce que le fait que chaque enfant puisse aujourd'hui accéder à cela, à ses émotions, à ses moments de réflexion par la création artistique, ça en fait des citoyens qui sont capables de bouger et d'évoluer, alors qu'aujourd'hui, les seuls récits qui leur sont livrés sont des récits préfabriqués, diffusés en masse par un certain nombre de plateformes, qui parfois reprennent une forme de ces discours soit angoissants, soit accablants, pour les formuler ainsi. Donc ça, c'est un exemple. Le fait qu'à Lyon et à Villeurbanne et sur la métropole, on permette à tous les collégiens, à tous les élèves des écoles d'accéder à la culture, c'est important. Le fait de mettre de la culture sur l'espace public. Pardonnez-moi, pardonnez de vous interrompre. En quoi est-ce qu'on les amène à ça plus fort à Villeurbanne et dans la métropole de Lyon qu'ailleurs? Sur quelle politique concrète? Bon, hélas, c'est simple. En fait, sur la métropole, on a multiplié par 5 le budget de la culture pour les collèges. Voilà, tout simplement. Donc, il peut y avoir 5 fois plus de culture dans les collèges. À destination des collèges. À destination des collèges. D'accord. Et pour la ville de Villeurbanne, on a décidé que d'ici 3 ans, il y aurait un lieu et des personnels dédiés à la culture dans chaque groupe scolaire géré par la ville. Donc aujourd'hui, il y en a 18 et on en a 25 à pourvoir. Donc on est déjà aux 2/3 de cet objectif. Et dans ces lieux, il y a la possibilité de pratiquer, de recevoir des artistes. Il y a des médiatrices et des médiateurs culturels qui peuvent monter des projets artistiques. Parce que la culture, c'est quand même le lieu d'émancipation. Émancipation au sens où on rend libre les gamins dans leur capacité à penser, à se projeter. Voilà, ça c'est un élément pour moi qui est fondamental. Après, il y a toute la création artistique aujourd'hui contemporaine qui se saisit pleinement de ces sujets auxquels on doit faire face, que ce soit la question de la lutte contre les inégalités, que ce soit la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je trouve que c'est encore un endroit où il y a de l'énergie. Même si on aborde les choses qui sont difficiles, c'est encore des endroits où
on a l'impression qu'il y a une sortie possible. Et moi je crois beaucoup à ça. Alors, en tant qu'homme politique, je n'ai pas du tout à m'immiscer dans la programmation culturelle. Ça, c'est un vrai devoir que la fonction politique doit avoir. Sinon, ça s'appelle de la propagande. Mais par contre, de favoriser le développement artistique et culturel et le développement de la création et de la diffusion sur un territoire, je crois que ça fait partie de ces choses qui peuvent nous amener à nous mobiliser. Villeurbanne est capitale française de la culture cette année. Oui. Moi, je crois beaucoup au sentiment de fierté que ça génère. Pas la fierté à la Brassens, être fier d'être né à mon cul. C'est pas ça ce que je veux dire, mais la fierté de se dire... cette ville, elle a de la ressource, elle a de l'énergie, elle a entendu ses enfants, dans le cadre du Parlement des collégiens, dire quelles étaient leurs peurs, leurs envies, leurs aspirations. Cette ville, elle a vu des acteurs culturels locaux faire des programmations de très très grande qualité. Donc voilà, et cette fierté-là, pour moi, c'est aussi un moteur pour la suite. Et pour moi, Capitale française de la culture ne s'arrête pas au 31 décembre 2022. Au contraire, c'est juste le début de quelque chose et ça fait partie d'un moment qui va enrichir l'histoire de cette ville et qui va lui donner aussi de l'énergie pour faire face à ce qui se passe. C'est-à-dire que si aujourd'hui les villes, elles perdent complètement leur pouvoir d'imaginaire un peu plus désirable. Nicolas Michelin disait, on inaugurait avant-hier le premier permis de construire pour les nouveaux gratte-ciel, le doublement des gratte-ciel. Il disait, il faut faire la ville aimable. Moi, je parle de ville désirable. Aimable et désirable, ça se parle. Et bien, ces imaginaires positifs autour de la ville, hélas, ils ont périclité parce qu'on parle de sécurité, de pollution, de tension. Donc, il faut retrouver des imaginaires positifs en ville. Et du coup, la boucle est bouclée avec cette question du récit. Je crois qu'une des difficultés de la gauche aujourd'hui, c'est de ne pas être capable de proposer un récit positif d'implication et qu'il y a eu un début autour de cette alliance de tous les partis, mais ça ne fait pas récit positif. C'est un premier pas important, hein, mais ça ne fait pas récit positif, parce qu'on n'a pas traité un certain nombre de choses ensemble, que ce soit les questions internationales, de positionnement vis-à-vis de l'Europe, ou d'autres sujets extrêmement importants, et que ça, il faut qu'on se le coltine, parce que sinon, ce sera un accord de façade. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on trouve des accords avec l'ensemble des forces de gauche, parce qu'il y a une aspiration extrêmement importante. Et donc, le travail que la gauche a devant lui, c'est cette construction d'un récit. Mitterrand, il disait changer la vie. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on change la vie ? Moi, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment capable de proposer quelque chose de crédible actuellement. On propose plein de choses, mais ça ne fait pas récit et ça ne fait pas projet global pour l'instant. Mitterrand était crédible quand il disait qu'il fallait changer la vie. Il a changé la vie, Mitterrand ? Jusqu'en 83. Après, il a été rattrapé par la patrouille de la rigueur budgétaire. Par la patrouille de la réalité. Eh ben, bien sûr. Mais il n'a pas renoncé. Et il a fait un autre mandat. Et il y a eu un certain nombre d'acquis sociaux que personne ne remet en cause. Et on a eu ensuite de grandes personnalités à gauche qui se sont investies. Et vous l'évoquiez, notamment en parlant de Lionel Jospin. Mais ça n'a pas été le seul. Donc je crois que la gauche, elle peut parfaitement renouveler avec ces formes d'utopie et encore plus à Villeurbanne. Et au passage, il a tué Rocard. Ouais, ça, c'était l'époque, ça. C'était les crocodiles ou les éléphants, c'est ça. Bon, bref. Voilà, mais on est dans une ville, par exemple, à Villeurbanne. Enfin, quand même, il y a maintenant près de 100 ans, le docteur Lazare Goujon se dit « Je vais créer un nouveau centre-ville à Villeurbanne ». Et c'est pas simplement un nouveau centre-ville. Il commence par le TNP. Alors, tout le monde connaît le TNP, mais peu de gens, finalement, savent que dans ce TNP, dans le projet original, et d'ailleurs, ça existe toujours, il y a une piscine au sous-sol. Oui. À l'époque, il y avait un dispensaire. Il y avait un lieu pour les tâcherons, ceux qui travaillent à la journée. Ça rappelle quelque chose, ça. C'est les livreurs, là, aujourd'hui, qui bossent à 2 € pour aller livrer le kilo de pâtes ou les sucres. Donc, il y avait un lieu de défenseur des travailleurs. Maintenant, c'est les pizzas. Bah non, aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas les pizzas, parce que les pizzas, ils salarient le bonhomme. Le problème, c'est les dark stores et les dark kitchen, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais donc, en tout cas, Lazare Goujon, il porte ça, un lieu qui répond quasiment aux besoins premiers de la population. Un hôtel de ville, et puis du logement abordable, traversant, avec toutes les commodités.
Bon, voilà une forme d'utopie réalisée qui n'est pas simplement urbanistique, qui est sociale, avec lequel la gauche doit renouveler et doit pouvoir renouer, pas renouveler. Donc moi, je crois qu'on manque aujourd'hui de ces utopies à réaliser. Quand je parle de récit, c'est ça. C'est-à-dire, alors est-ce que demain, ça va être la question, par exemple, de l'éducation ? Enfin, on a un modèle d'éducation en France qui n'a eu de cesse de se dégrader et qui aujourd'hui, finalement, rompt complètement avec la promesse d'égalité républicaine. Tout le monde le sait, mais on se cache tous derrière le petit doigt en essayant de rafistoler le truc. Qu'est-ce qui rompt avec la promesse républicaine, pardon ? L'égalité d'accès à l'éducation. Oui. Aujourd'hui, il y a une rupture d'accès à l'éducation dans notre pays, en fonction de là où vous naissez, de votre couleur de peau, les revenus de vos parents, vous n'avez pas accès au même niveau d'éducation. Ça, c'est quand même c'est un sacré coup de canif dans le contrat républicain. Voilà, et comme par exemple celui aussi de se sentir en sécurité de partout. On dit que je suis un maire de gauche qui a des positions parfois presque conservatrices sur la question de la sécurité. C'est pas du tout ça mon propos. Mon propos, c'est de dire que si on veut conduire un certain nombre de changements autour de la question écologique et sociale, si on n'assure pas la promesse républicaine en matière de sécurité, on n'est pas crédible. Et donc, il ne s'agit pas de se dire est-ce que la sécurité, c'est de droite ou de gauche ? La sécurité, c'est juste un besoin fondamental. Alors après, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut un flic derrière chaque personne et qu'il faut un État policier. Mais je dis simplement que c'est quand même un peu surprenant que finalement ce soit toujours les mêmes quartiers qui concentrent déjà les difficultés, dans lesquels en plus le fait d'y habiter fait que vous êtes le plus confronté à l'insécurité. Du coup on ne peut pas rester immobile. Je ne dis pas qu'on a réglé les choses à Villeurbanne, je dis juste qu'on s'en saisit d'une manière très volontariste parce que je pense que c'est le seul moyen d'avoir ensuite des déclenchements d'engagement de citoyens. Et par exemple au Tonkin, qui est un quartier pas si loin que ça d'ici, on avait un frémissement associatif. Les gens en avaient ras-le-bol, à la fois du trafic de drogue et puis surtout de ne pas pouvoir bénéficier des espaces publics extérieurs qui sont de très grande qualité au Tonkin. Bien écoutez, aujourd'hui, je crois qu'il ne se passe pas un samedi sans qu'il n'y ait pas une fête d'assos, sans que... Et le fait d'avoir, nous, pris une partie de la responsabilité. Encore une fois, le problème de trafic de drogue n'est pas réglé au Tonkin. Mais par contre, il y a de la présence policière. Par contre, il y a des sanctions. Bien, du coup, ça remet en confiance des acteurs associatifs qui prennent leur part de responsabilité. Et globalement, et je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, moi, je ne crois pas aux politiques providentielles qui va régler tous les problèmes. Ce que je dis, c'est que nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que l'énergie, elle puisse se déployer, qu'elle puisse revenir sur un certain nombre d'espaces. Et que ça, c'est le boulot du politique. Parce que le politique, il ne peut rien faire tout seul. S'il n'y a pas des alliances au sens positif du terme, avec les habitants, avec les associations, avec les entreprises, le monde économique, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut trouver les espaces de ces alliances. Ça suppose, de la part du politique, de répondre à un certain nombre de besoins premiers. J'adhère bien volontiers à votre discours sur le récit de mobilisation, en particulier, parce qu'en effet, nous avons besoin de donner envie d'eux. Et on rencontre beaucoup de gens, et de jeunes en particulier, je ne parle pas des plus anciens, qui aujourd'hui ne sont pas forcément très loin de la désespérance, de l'éco-anxiété, etc. Bien sûr. Alors, une fois qu'on a posé ces directions qui sont fortes, qui sont importantes, qui légitiment en quelque sorte l'action politique, on fait comment ? Est-ce que l'action de Villeurbanne ou l'action de la métropole de Lyon, l'action de Villeurbanne, disons, à travers cette politique de la culture, et on terminera de cette manière-là, peut être un modèle exportable dans d'autres lieux. J'ai interviewé très récemment quelqu'un que vous connaissez sans doute, puisque vous avez préfacé son livre, je pense à Nawel Babamed, sur les questions culturelles. Voilà, elle était ici à votre place il y a quelques semaines, sur son livre « Réhumaniser la culture ». Donc, en quoi, comment, par quelle modalité cet axe fort, fondamental, écrire de nouveaux récits qui mobilisent les gens au-delà de la gauche, parce qu'on est au-delà de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, on n'est plus là-dedans. On est dans autre chose qu'il faut inventer.
En quoi Villeurbanne peut aider à inventer ça nationalement? Moi, nationalement, en tout cas, je ne veux pas qu'on soit dans cette logique-là de Villeurbanne va trouver des réponses pour la France, mais je vais quand même répondre à votre question. Hein, mais comme ça, là, instinctivement, je sais pas répondre. Mais quand vous posez la question de qu'est-ce qui peut marcher, comment est-ce que c'est ce que j'appelle la culture de plein vent et que j'évoque dans la préface du livre que vous citiez, enfin, c'est de se dire... il faut qu'on redise que la culture est accessible à chacune et à chacun et que surtout, chacun peut être acteur des politiques culturelles. Et très concrètement, parce qu'au départ, les gens n'ont pas bien compris ce qu'on était en train de faire. Mais quand on dit dans Capitale française de la culture, on va filer les clés du camion à 115 jeunes de 12 à 25 ans pour qu'ils organisent un festival. Mais organiser un festival du début à la fin, c'est-à-dire de l'accueil du public jusqu'à comment on range et on nettoie le site, enfin, pour dire les choses un peu... voilà, et qu'ils font... en 6 mois, ils construisent un festival qui a accueilli plus de 55 000 personnes, sur lequel il n'y a eu aucun débordement, sinon ces fameuses questions de piqûre à un moment, du festival réel. Voilà, c'est le nom qu'ils ont choisi, c'est intéressant quand même, réel. Oui. Que les jeunes se disent aujourd'hui, on veut que notre festival il s'appelle réel. Je suis dans la réalité. Bah, en tout cas, il y a quelque chose, c'est pas moi qui ai choisi le mot, donc bon, bah écoutez, ça, il y a quelque chose quand même, moi, qui me donne un espoir incroyable, que de voir que pour autant qu'on soit dans une relation de confiance et d'honnêteté, c'est-à-dire on leur a dit, ils ne croyaient pas au départ. Hein. Au départ, ils étaient sûrs qu'à un moment, on allait les manipuler, les prendre en main. Et, il fallait bien structurer la chose quand même. Mais bien sûr, mais ça s'appelle l'éducation populaire. Oui. C'est-à-dire comment est-ce que la présence adulte, elle permet à chaque jeune de s'émanciper et de devenir lui-même adulte responsable de ses choix. Mais globalement, pour dire les choses en rigolant, ils nous ont dit au départ, on veut Beyoncé. On leur a dit, bah regardez, voilà, c'est ça le budget de la programmation. Donc c'est soit vous avez que Beyoncé, oui. Mais c'était presque possible. Il aurait fallu qu'elle accepte. Mais globalement, c'était soit vous avez que Beyoncé, soit vous avez 2 jours de programmation. Non, ça peut se négocier un peu moins, plutôt dans les 500 000. En tout cas, il peut y avoir. Voilà. Mais peu importe, c'est pas la question. Oui. Mais et là, ils ont vu que du coup, leur choix, c'était les leurs, quoi. Enfin, alors, si ça n'avait pas été Beyoncé, ça aurait été une autre... Bah, ils ont préféré plutôt avoir une programmation diverse et avoir plutôt une dizaine de personnes. Donc ça, c'est un élément, moi, qui me semble fondamental dans ce qui peut faire modèle demain, c'est de retrouver des espaces d'engagement dans lesquels on est dans une vraie confiance et dans une vraie... fonction de passeur. C'est un autre point qui me semble important pour la fonction politique. Moi, je considère que finalement, je suis presque déjà trop vieux et que je suis dans un moment où je me dis que il faut plutôt faire advenir les générations. Parce qu'en plus, c'est notre génération qui a vraiment merdé. Enfin, celle juste avant et la nôtre, qui a pas forcément pris complètement conscience de ce qui était en train de se passer. Et vous sentez coupable ? Générationnellement, je veux dire. Ouais, générationnellement, mais même à titre individuel. Enfin, quand je vois, moi j'ai 4 gamins entre 17 et 24 ans, enfin, on prend cher, hein, ma génération, et ils ont en partie raison. Enfin, et donc, plutôt que de se braquer, peut-être qu'il faut une transition générationnelle plus rapide. Et que peut-être que c'est à eux qu'il faut filer très vite les clés du camion de notre vie politique et institutionnelle, parce qu'ils ont une conscience bien plus... en phase avec ce qu'on devrait faire, que parfois je ne peux l'avoir. Il faut avoir cette humilité de se dire, on est parfois dans des histoires où on a eu un espèce de construit où nous, moi je suis de la génération de la crise de 73, hein, je suis né presque en plein choc pétrolier. Bien sûr. Et donc, quand j'arrive à l'âge de l'adolescence, on est dans un moment où on a envie d'oublier ça, quoi. Donc c'est sûr qu'on n'a pas envie de retomber dans des discours d'austérité. Et le type comme vous, 30 ans après, lui, il est né avec la pandémie. Enfin, il a 20 ans avec la pandémie. Et alors, ceux qui sont nés maintenant... Oui, mais là, je parle de la génération plutôt 2000, quoi. Enfin, les milléniums. Oui. Il faut que les milléniums, ils prennent le pouvoir. Enfin, moi, je le dis avec... parce que je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et quand ils vont vous pousser dehors, vous allez résister ? Eh bien, écoutez, on en reparlera à ce moment-là, mais j'espère pas. J'espère pas. Merci Cédric Van Stevendal de cet entretien, de nous avoir accordé ce grand moment. On va terminer peut-être en musique. Avec plaisir. Merci de m'avoir accordé du temps aussi. Mais on en a besoin en politique, vous savez. Mais c'est un bonheur d'entendre des hommes politiques qui tracent des routes. Merci à vous. Parce que ça nous fait des balises. Vous savez, quand vous naviguez et que la mer monte, et la mer monte, vous avez besoin d'avoir des caps, des trucs, des repères.
Voilà. Et vous êtes l'un de ses repères dans le monde politique d'aujourd'hui, et c'est à ce titre qu'on a eu le plaisir de vous rencontrer. Merci. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.